Je vais maintenant donner la parole à Madame Hubert, qui va vous parler d'un texte auquel la littérature analytique se réfère d'une façon extrêmement fréquente. C'est le texte de Sperber, qui se rapporte, apparemment, au problème de l'origine du langage, mais qui touche à toutes sortes de problèmes voisins de ce que nous avons ici à articuler concernant la sublimation, nommément à l'article de Jones sur la théorie du symbolisme, sur lequel j'ai fait moi-même un commentaire dont les échos m'apprennent qu'il n'est pas facilement accessible au lecteur. J'y ai fait allusion dans le petit article, dans le numéro de la revue que j'ai consacré à la théorie du symbolisme de Jones. En effet, Jones en fait état très expressément à propos d'une question qu'il pose. La question est la suivante. Si, dit-il, la théorie de Sperber est vraie, c'est à savoir que c'est très directement comme un équivalent de l'acte sexuel que nous devons considérer certains travaux primordiaux, et notamment les travaux agricoles, les rapports de l'homme à la terre. Pouvons-nous dire que tel ou tel des traits qui sont engendrés, dont nous gardons la trace dans la signification de ce rapport primitif, peuvent être rapportés au processus de symbolisation? Jones dit non. En d'autres termes, étant donné la conception qu'il se fait de la fonction du symbole, je n'y insisterai pas plus ici, car ce n'est pas notre objet. Il considère que ça n'est pas d'une transposition en somme symbolique dont il s'agit, en quoi que ce soit, ni qui puisse être mis au registre d'un effet de sublimation. L'effet de sublimation, là, est à prendre, si l'on peut dire, dans sa libéralité, dans son authenticité. La copulation du laboureur avec la terre est quelque chose que nous avons à considérer comme une stricte équivalence de termes, non pas comme quelque chose que nous pouvons appeler une symbolisation, mais quelque chose qui est strictement l'équivalent d'une copulation symbolique. Si on lit le texte de Jones, on lit cela, et cela vaut la peine qu'on s'y arrête. J'en ai tiré dans mon article quelques conséquences sur lesquelles je reviendrai, mais pour que ce texte prenne sa véritable valeur, il est dans ce premier numéro d'Imago, qui est peut-être encore plus introuvable que les autres. Madame Hubert a bien voulu travailler dessus et elle va aujourd'hui vous faire part de son contenu. Exposé de Madame Hubert. L'article s'appelle « De l'influence de facteurs sexuels sur l'origine et le développement du langage ». Avant d'attaquer le problème de la genèse du langage, il faut définir la signification du terme « langage ». Il ne s'agit ici que de la genèse du langage articulé. On laissera entièrement de côté les différentes sortes de langage. Pour le psychologue linguiste, le concept du langage signifie non seulement la production d'un son, mais la transmission d'un contenu psychique d'un individu à un autre. En d'autres termes, il ne s'agit de langage que s'il s'agit d'une intention de communication. En conséquence, par exemple, un cri de douleur comme tel n'est pas une parole, mais peut le devenir s'il est articulé pour implorer du secours. Notre problème est le suivant. Quelles furent les conditions préalables qui ont fait naître chez un individu sans parole, mais doté d'un appareil vocal, l'intention de communiquer avec un autre? Certainement en observant que les sons qu'il avait produits sans intention se montraient capables d'influencer l'action de cet autre individu. Avant que l'invention d'une communication et en conséquence la parole eût pu naître,
les conditions préalables suivantes ont dû être réunies. Un individu A décharge à plusieurs reprises ses affects par des sons. Un deuxième, B, réagit régulièrement à ces sons d'une manière visible pour A, et A reconnaît le rapport entre ses propres cris et la réaction de B. Seulement, après avoir passé par ces stades préliminaires, A peut avoir l'intention d'utiliser sa voix pour communiquer avec B, c'est-à-dire qu'il peut crier maintenant de façon intentionnelle s'il souhaite la réaction de B. À partir de ce moment, ce n'est pas seulement une voix que possède A, mais aussi le langage. Les situations qui auraient pu mener à un développement tel semblent limitées par les conditions suivantes. Premièrement, au moins 2 individus participent à la situation. Deuxièmement, au moins un individu A est en état d'affect, ce qui mène au cri. Troisièmement, certaines forces doivent entrer en jeu pour obliger l'individu B à réagir de façon régulière. Quatrièmement, la réaction de B doit être souhaitable pour A, sinon A n'aurait aucun intérêt de provoquer la réaction de B par ses cris. Cinquièmement, la situation doit se produire souvent et rester la même. Sixièmement, la situation doit être simple. Les 2 dernières conditions sont la conséquence de l'intelligence inférieure de l'homme qui se distingue à peine de l'animal à ce stade du développement. Il a fallu qu'une situation simple se produise souvent pour permettre à A de concevoir le rapport causal entre son cri et la réaction. En considérant les situations dans lesquelles on a considéré les origines de la parole, il est facile de voir que les conditions ne sont pas remplies. On imagine facilement la scène des 2 chasseurs primitifs qui sont subitement attaqués par une bête féroce. L'un des deux, A, crie et s'aperçoit que le second peut prendre la fuite à ce cri. Dans une occasion ultérieure, il crie volontairement pour attirer l'attention de son collègue sur ce danger. Il est en possession de ce cri d'alarme, donc d'un élément linguistique. Les 2 premières conditions sont remplies, la présence des 2 individus, l'apparition d'un affect, en ce cas la peur. La troisième aussi, la régularité, paraît être exacte, parce que même si le cri ne fait pas fuir B, il s'apercevra aussi de l'adversaire et réagira apparemment au cri de A. D'autre part, il faut douter de la 4e condition, la réaction de B devrait être souhaitable pour A. Il serait imprudent de projeter les sentiments altruistes de nos jours dans l'âme des primitifs. Le point 5, fréquence de la situation, peut être admis, mais le dernier, la simplicité de la situation, ne s'avère pas justifié. Autrement dit, à nos yeux, la théorie du cri d'appel manque de toute probabilité. L'attention principale de A est occupée par la situation du danger. Il est peu probable qu'il reconnaisse un rapport causal entre le cri et la réaction, rapport vrai ou causal. En réalité, il n'existe que 2 situations qui remplissent entièrement les conditions requises. La première est celle du nourrisson affamé. Il crie sans intention et reçoit la nourriture de sa mère. Ensuite, il reconduit le rapport causal et apprend à appeler sa mère. La deuxième est le rapport sexuel où l'excitation du mâle se décharge par des sons auxquels la femelle réagit par son approchement. En conséquence,
La naissance de la parole se réduirait à l'une de ces situations, ou à toutes deux. Il est certain que le rapport de l'enfant à sa mère explique l'origine du langage individuel. Néanmoins, il faut refuser, dans mon opinion, que le langage humain puise là ses origines. À part les premiers sons réflexes, l'enfant ne crée pas son langage. Il le reçoit des adultes. Il semble que tous les indices désignent la sexualité comme la racine la plus importante du langage. Nous avons essayé de situer le moment où le développement de la parole humaine a pris son départ. Nous nous demandons maintenant, est-ce qu'il existe des chemins à partir de ce point qui mènent à des dates de la vie linguistique que nous connaissons par notre propre expérience? En d'autres termes, comment expliquer que le langage cherche à désigner des choses qui n'ont aucun rapport ou un rapport très éloigné avec la sexualité? Je crois que mon hypothèse, c'est-à-dire l'origine du langage à partir de corps sexuels, rendra compréhensible l'effort de l'étendre à des activités plus nombreuses et toujours nouvelles. Jusqu'à maintenant, nous n'avons encore vraiment abordé la question de l'origine du langage. Nous n'avons fait que cerner la signification de la question. La plupart des auteurs se sont surtout intéressés au problème suivant. Comment se fait-il que les hommes cherchaient à faire un groupe de sons de la représentation précise? En d'autres termes, comment ont-ils créé un vocabulaire? Dans la littérature scientifique, ces deux questions n'ont pas été séparées d'une façon suffisamment précise. Mon hypothèse que l'excitation sexuelle est probablement la source capitale des premières manifestations de la parole pourrait peut-être nous montrer le chemin de la compréhension du problème du vocabulaire. D'ailleurs, les scientifiques admettent qu'à chaque niveau culturel d'un groupe correspond à un corrélatif exact dans sa langue, c'est-à-dire que le développement linguistique suit pas à pas le développement culturel. Ceci s'applique aussi aux origines du langage. Ainsi, il est clair qu'un développement du cri de séduction n'était pas possible avant la formation de la famille. Seul le fait de vivre avec d'autres individus pouvait créer ces moyens de communication. Pour les mêmes raisons, il faut admettre que le progrès culturel de l'invention des outils, qui représente vraiment la séparation radicale de l'homme et de l'animal, a influencé le développement du langage de façon décisive. Je vais essayer de démontrer la probabilité que les activités exécutées avec l'aide d'outils étaient accompagnées de manifestations ressemblant à des appels de séduction, parce qu'elles étaient investies sexuellement. Investissement sexuel signifie ici que l'activité fantasmatique de l'homme primitif présentait une certaine analogie avec les organes sexuels humains qu'on voyait dans le travail avec les outils, l'image de l'acte sexuel. À cette occasion apparaissaient des affects semblables à l'acte sexuel qui créent des tensions. Cette tension demandait une décharge semblable à la tension sexuelle et conduisait de même à l'émission de sons. Il n'est pas possible de fournir des preuves avec la même certitude pour toutes les espèces de travail. Quelquefois, on est obligé de se contenter d'une certaine probabilité. Je commence avec un groupe d'activités qui me semble principal pour prouver mon hypothèse, les travaux agricoles. On trouve dans l'imagination des peuples agricoles un parallélisme étroit entre la production des plantes par la terre et la procréation, la naissance et la croissance de l'homme. Le langage le témoigne par une infinité d'images et d'expressions qui sont communes aux deux domaines. La procréation de l'homme est réalisée par la semence qui dépose le germe de la vie
dans le sein de la mer.